Bonjour Robin. Et bonjour Olivier. Enchanté. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Emery Trimaran. Nous sommes deux, je commence et puis Robin fait sa présentation ensuite. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on travaille pour... on a un client commun en fait, un producteur, Pernal Media, et pour lequel nous, on travaille en précalculé et sur des séries historiques. Et Robin travaille en temps réel, avec Unreal plutôt, pour d'autres séries historiques. Donc c'est plutôt intéressant de faire ces deux présentations et de confronter un petit peu le travail de chacun. Donc Trimaran, on est un studio ancien, on fait partie des vieux de la 3D en France. On a deux studios aujourd'hui. On est présent au siège à Vanves, porte de Vanves, où on peut faire travailler 40-50 personnes. Et puis on a un petit studio à Valenciennes, en fait, dans les Hauts-de-France, près de Supinfocom Rubica, en fait. Trimaran, on est en VFX, on travaille aussi bien pour des séries internationales, donc pour les plateformes, pour les studios américains, que depuis 20 ans, on va dire, pour les productions de séries ou le cinéma français. Et depuis 5 ans, on a développé ce travail en fait, de reconstitution historique pour des docufictions historique. Donc, on a commencé avec une série sur les pharaons pour Canal, et puis on a travaillé sur beaucoup de projets en fait ces dernières années. Donc voilà un peu l'ensemble des séries sur lesquelles on a travaillé. Donc, il y a 5 ans, on avait fait Le secret des bâtisseurs de pyramides, puis une saison 2 sur Karnak et Amarna, toujours sur les pharaons. On a ensuite fait une première saison sur les Vikings en 2022 et une saison sur les Mayas, le mystère des Mayas. Puis en 2023, on a fait la saison 3 des pharaons sur les Ramsès II. Et puis l'année dernière, on a travaillé sur les Incas, sur Vikings saison 2, et puis sur une nouvelle série pour France Télévisions cette fois-ci, Notre histoire de France. Donc, je vous propose de regarder un showreel des meilleurs plans en fait, de toutes ces séries.
Merci. En fait, finalement, en 5 ans, on a travaillé sur 8 séries. Ça représente beaucoup d'environnements reconstitués, beaucoup d'accumulation d'assets. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que au fur et à mesure, en fait, de la production des séries, on réutilise, en fait, dès qu'on est dans les temps anciens, finalement, il y a beaucoup d'assets qu'on est capable de mettre aussi bien dans les pharaons que dans les Mayas ou les Incas. Et ça nous donne des bases de données assez incroyables qu'on est capable d'utiliser pour enrichir et pour aller encore un peu plus loin chaque année. Alors, je vais vous présenter 3 breakdowns, en fait, pour rentrer un peu dans les détails de comment on a fabriqué tout ça. Le premier, c'est sur cette saison 1 sur les Vikings, qui a été c'est une production de 2022, donc il y a 2 ans. Et il y avait un tournage de la partie fiction qui était en Pologne, dans un camp viking. Mais un camp, c'est assez simple en fait. Il y avait quelques maisons, quelques enceintes, surtout de la figuration déguisée, 2 dracars en réel. Et avec ces éléments-là, en fait, il y a eu toute la fiction qui a été tournée. On a pu finalement, avec les effets visuels, augmenter cette fiction. Sur des plans live action et puis faire beaucoup de plans de full 3D. Donc voilà. Alors il faut mettre un peu de son mais pas trop pour que je puisse parler par-dessus. Donc la première chose qu'on fait quand on va faire un film, une série sur les dracars, c'est qu'effectivement on a fait les bateaux, les dracars en 3D. Et ces dracars, on a pu les utiliser sur des plans live action. Donc là, on est sur un plan tourné qu'on traque et puis on met 2 bateaux sur la plage. Et puis, en compositing, on réintègre tout. Les Vikings qui sont réels. Là, on a intégré la flotte derrière. Là, on est dans une extension de camp. Oui, il y avait quelques tentes et on fait des camps immenses. Là, c'est le même camp, mais vu d'un plan drone de la mer, en fait. Donc, on voit bien qu'il y avait une dizaine de tentes et on arrive à en mettre une centaine. Là, on est sur le village viking, qui est entièrement fait en 3D. Ce qui est intéressant, c'est que pour la figuration numérique, on a filmé, lors du tournage de la fiction, tous les figurants et acteurs sur fond bleu pour pouvoir les réintégrer dans les plans. Et ça marche super bien, en fait. Et c'était la technique qu'on a utilisée au début dans nos premières séries, c'est pour avoir des choses à peu près crédibles, de filmer ces figurants. Là, on intégrait la grande halle avec 2 techniques. En drone, on réintègre tout sans fond bleu, alors que quand on est au sol, on met du fond bleu. Voilà différents types. Là, c'est juste un matte painting de fond. Et là, on a le village au complet. Donc là, on voit bien comment il est construit, tous les assets, les bateaux. Dans les bateaux, les figurants sont en 3D. Là, c'est intéressant, c'était le vrai village. Alors, je vais juste m'arrêter. Ah, j'ai été un peu vite. Mais je vais essayer de vous montrer parce que les conditions de tournage étaient quand même spéciales. Voilà. C'est-à-dire que le village, là où on a fait le port, il y avait la ville derrière. Et donc, pour faire le départ des bateaux, eh bien, on a filmé avec les 2 bateaux réels qui sont en avant-plan. On a remplacé toute la mer, mis toute la flotte en 3D et détoré tout. Là, on a nos 2 bateaux réels qui sont en avant-plan et on va rajouter toute la flotte derrière. Là, c'est la même chose. Donc, c'est des plans qui sont raisonnablement coûteux puisque l'avant-plan est réel et donne la crédibilité immédiate et que seuls les bateaux en 3D sont derrière. Là, on est dans des plans full CGI, donc la mer, l'écume, tout est simulé, les bateaux sont en 3D. Et là, on utilise nos bateaux, nos dracars, dans un plan filmé en drone. Mais on va jusqu'à, effectivement, faire les simulations dynamiques pour avoir l'écume, les traces de bateaux, en fait. Donc, voilà un peu les différents
différents types d'interventions qu'on peut faire, donc beaucoup d'environnement, mais aussi des VFX. Et c'est particulièrement intéressant. Deuxième série, deuxième breakdown que je voulais vous montrer, c'est donc la 3e saison sur les pharaons qu'on a fait donc en 2023, donc il y a un peu plus d'1 an. Cette 3e saison, elle est sur la vie de Ramsès II, et donc on a reconstitué la cité de Pi-Ramsès, qui a complètement disparu, il n'y a plus rien, alors que la saison 1, par exemple, qui se passait à Gizeh, où il y a les pyramides, il reste beaucoup de choses, évidemment. Donc, le travail là, effectivement, c'est un travail qui est un peu compliqué, puisque la ville n'existe pas, on avait juste quelques plans, et il faut tout reconstituer. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà travaillé sur 2 saisons sur l'Égypte, et donc on avait beaucoup d'assets, y compris des bâtiments, des temples, qu'on a pu réutiliser pour permettre ce genre de vue. Donc je vous laisse découvrir un peu les différents plans qu'on a faits. Donc on a des establishing, ça c'est un plan du début de la série, en fait, avec la vue de toute la cité. Et là, on est vraiment full CGI, y compris la figuration numérique. Sur cette série, en fait, on a utilisé Houdini pour la première fois pour à la fois animer les personnages, constituer les bases de données de personnages et puis gérer la foule, faire éviter qu'ils se pénètrent. Hein. Et donc là, c'est entièrement fait dans Houdini. Là, on est dans des plans VFX plus classiques de multiplication de figurants. Donc, c'est de la multiplication. Là, c'est du fond vert avec une extension de décor derrière. Multiplication. On se retrouve devant le temple avec un plan qui est complètement CGI. Donc il y a un gros travail de terrain déjà, puis la végétation, toute l'architecture, tout le bâti, puis on met la vie avec les personnages, les animaux, les fumées. Voilà. Là on est dans de la multiplication de figurants. On voit qu'on peut réutiliser tous ces assets de cités, de temples dans des plans live action. Donc c'est ça qui marche bien, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'establishing qui sont full CGI, et puis on va pouvoir réutiliser cette matière dans des plans live action, et tout ça donne effectivement des séries. On apporte une production value qui est vraiment forte. Donc je vais terminer par le dernier breakdown, qui lui est sur une nouvelle série qui a été diffusée il y a quelques mois sur France Télévisions, sur France 2, Notre Histoire de France. Et donc le premier épisode était sur le siège d'Alésia, sur l'histoire de Vercingétorix et de Jules César. Et on a reconstitué le siège d'Alésia, donc on va aller voir tout ce qui a été fait. Donc cette fois-ci, on a travaillé en fait un peu différemment pour le workflow des personnages, enfin de la figuration numérique. Donc on a reconstitué le point de vue de Vercingétorix qui voyait les Romains, le camp romain en contrebas d'Alésia. Et on a fait des plans aussi establishing de l'arrivée des renforts gaulois. Donc il y avait 200 000 Gaulois qui arrivaient pour essayer de désencercler Vercingétorix, qu'ils ont perdu. Et en fait, pour cette foule, on n'a pas travaillé avec Houdini, puisqu'on travaille en général, nous, avec tout le rendu est fait avec Viray, en fait, et qu'on est dans un workflow autour de 3ds Max, qui est un peu original. Et donc cette fois-ci, pour tout ce qui est personnages et l'armée romaine, on a travaillé
en fait, avec des outils qu'on a, qui est dans l'environnement de Max, donc qui sont Tiflo et ForestPack pour instancier tout ça. Et pour essayer d'éviter les transferts entre Houdini et Max, où il fallait en fait des grosses bases de données et surtout l'incapacité à faire des modifications simples sans être obligé de repasser dans Houdini. Et donc, voilà ce que ça donne, quelque chose d'assez spectaculaire aussi. Voilà. La dernière slide, je vais arrêter là-dessus. C'est un peu le workflow à Trimaran. Donc, on est sur Max et on utilise aussi Blender, beaucoup pour faire les textures Painter, Photoshop. Beaucoup de géodata. Alors ça, c'est vraiment une spécialité de Trimaran depuis 25 ans. Et puis ForestPack pour déployer, en fait, instancier. Pour tout ce qui est... Et on utilise beaucoup Tiflo, qui est devenu un outil extrêmement puissant dans l'univers de Max. Et puis pour le rendu, c'est vrai, Phoenix, Deadline pour manager les calculs, et toute la comp est faite sous Nuke ou After. Voilà, je vais passer la parole à Robin, qui va nous présenter... Pôle Nord Studio, du coup. Bonjour. Voilà. Enfin, merci Olivier, en tout cas c'est impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on travaille pas du tout... On travaille avec les mêmes clients, mais sur les mêmes projets, on a les mêmes histoires. On raconte Pyramsès, par exemple. Nous, on a travaillé, on va dire, à une étape où ce qu'on a rendu pour France Télévisions à l'époque, ça a été de l'ordre de la prévise, qui a été d'ailleurs repris par Trimaran pour réaliser ensuite les films de Pyramsès. Et moi, on a une approche qui est assez différente. Déjà, Pôle Nord Studio, c'est une toute petite société. On est en moyenne entre 5, on peut monter en pic jusqu'à 20 personnes. Je suis graphiste à l'origine. J'ai eu une approche très motion design, en fait, et une approche très orientée vers le graphisme, plus que vers le réalisme, parce que systématiquement, petite structure, petit budget, donc ça ne me permettait pas de rentrer dans des pipes trop compliqués, en fait. Donc j'ai toujours un peu manipulé de la 3D avec 3ds Max, couplé avec After Effects et couplé avec pas mal de culture de l'image, on va dire, et de simplification des représentations. On est amené, donc on a bossé pas mal de temps pour du film produit, pour de la pub, et depuis quelques temps, on a recentré notre activité sur le documentaire télé, notamment parce qu'on était capable de sortir en fait plusieurs minutes. En fait, ce qui est demandé souvent sur les programmes sur lesquels on travaille, c'est d'avoir une grande d'amortir au maximum en fait les fabrications qu'on va produire. Et on sort par exemple sur on va dire produire sur un épisode en moyenne en ce moment, on produit jusqu'à 10 minutes d'images de synthèse sur des temps qui sont très contraints. Donc il nous faut aujourd'hui, et comme depuis le début, trouver de nouveaux outils, trouver de nouvelles méthodes, trouver de nouvelles matières, et savoir se réinventer un peu tout le temps en fait dans ce métier. Et c'est hyper intéressant. La conférence d'avant sur l'IA aussi était hyper intéressante, parce que c'est aussi quelque chose qu'on regarde de très près, enfin moi en tout cas qui m'attire, qui est hyper intéressante, mais qu'on n'arrive pas du tout à utiliser aujourd'hui, en tout cas dans nos productions. Ça a un peu commencé, pour vous montrer un peu des exemples, on a commencé en 2022, c'était la première production qu'on avait produit pour... ça, c'était une production pour Planète Plus. C'est de la reconstitution, on va dire, scientifique. Enfin, c'est de la simplification scientifique. C'était pour expliquer de l'archéo. C'était
d'expliquer les technologies d'archéologie. Donc on essaie de trouver des systèmes un peu simples de comment est-ce qu'on peut faire pour représenter de l'ADN, comment est-ce qu'on peut faire pour représenter toutes les recherches qui sont faites par les archéos. Ce qui nous a poussé après et ce qu'on travaille aussi depuis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le motion design, une approche où on ne va pas faire une reconstitution totale, on va jouer avec du motion design, on va jouer avec TypeFlow, on va jouer avec des outils, on va jouer avec de la photogrammétrie. On n'a même pas, aujourd'hui, sur une économie de documentaire, ils ont, en tout cas moi, les productions sur lesquelles on n'a pas les moyens même d'aller sur des décors. Les équipes sont hyper réduites. C'est un réalisateur qui part avec un chef-op et qui va aller faire ses images. Donc il est hors de question d'envoyer une équipe pour aller faire de la photogrammétrie. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler avec des bases de données qu'on récupère un peu à droite à gauche, de les réadapter, de faire de la photogrammétrie. Il m'est arrivé de prendre des drones sur YouTube, de récupérer des drones de YouTube, de les passer dans Reality Capture, de générer mon mesh, ensuite de le retoucher. Pour le Sphinx, c'est pareil. Typiquement, le Sphinx, c'était d'essayer de recomposer en fait de l'image sans avoir accès en fait ni au tournage ni à des moyens nous permettant de développer ça en fait. Donc on est vraiment sur une sorte d'économie. On est vraiment artisan, on est vraiment dans l'artisanat, mais en même temps on essaie de produire une certaine qualité qui convainc et qui plaît aux producteurs et aux spectateurs. Alors, on a commencé justement avec Unreal Engine, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était effectivement un moyen qui éliminait en fait les temps de rendu. Et ça a été vraiment super. Pour nous, en fait, dans notre économie, c'était génial parce que on pouvait se concentrer en fait sur du lighting, on pouvait se concentrer sur du mouvement, sur un mouvement caméra, sur de la composition. Ça, c'est un projet qu'on a travaillé avec Kappa pour encore France Tellier, pour la case Science Grand Format. Où on a essayé d'allier en fait et nos connaissances en motion design et des reconstitutions 3D. Alors, on cherche pas le photoréalisme encore une fois, on est vraiment plutôt sur de la représentation de maquettes. J'aime bien utiliser les dioramas, ces espèces de petites maquettes, les recomposer en 3D. On essaie du coup, toujours avec un petit peu de distance en fait, la caméra toujours un petit peu de distance. On évite de se retrouver trop au sol. Ça c'est un autre projet, je vous le montre en passant. Il vient de passer sur France Télé, France 5. C'est un petit tardigrade, c'est l'histoire du tardigrade. Je vous invite à aller voir le documentaire. Il est on peut le voir sur Arte en ce moment ou sur YouTube. C'est gratuit. On s'est éclaté à le faire. Rien à voir avec Unreal. C'est du Verret, c'est très classique, enfin plus classique dans la production. Mais à la fois, c'est une part aussi de notre travail aujourd'hui. C'est aussi savoir adapter notre pipe en fait à différentes productions. Une production qui va avoir plus de moyens, on va pouvoir se lancer effectivement sur du Verret, d'autres sur du Unreal. Et on commence aussi, en fait, la frontière se brouille un petit peu entre les deux en ce moment, justement, parce que on cherche un peu à chaque production, on cherche un peu, est-ce qu'on va le faire sur Unreal, est-ce qu'on le fait sur 3ds Max? En fait, non, on va peut-être faire une partie sur Unreal, une partie sur 3ds Max. Alors, on n'est pas sur les mêmes réflexions que j'imagine chez MacGuff ou vraiment des grosses sociétés de post-production qui ont plein de pipes différents puis qui sont capables d'adapter et d'avoir plein de métiers. Nous, on est 5, 10, des fois 15, mais il faut que tout le monde ait des capacités à faire du rendu ou à faire plusieurs métiers en même temps, en fait. Ce qui fait qu'on a découvert... Alors c'est dommage parce que Isaac Partouche n'est pas là, mais on a travaillé, en fait, on avait une idée de clip avec un ami on a eu une demande d'un musicien. On a fait l'idée, c'était d'utiliser justement Unreal. On l'avait un petit peu utilisé auparavant, là, justement, sur les productions que je vous ai montrées. Et on avait découvert MetaHuman et on s'est dit, ça pourrait être intéressant de commencer à mettre du personnage, en fait, dans nos productions. Et donc, ce que je disais juste à l'instant, c'est qu'on avait de la hauteur avant sur les caméras et d'un seul coup, on s'est retrouvé au sol, proche des personnages. Et il y a eu ce jour-là, je me souviens, on était donc sur ce clip et quand on a utilisé la motion capture qu'on avait fait chez Dark Matter à l'époque, Isaac Partouche était en train de monter le studio de motion capture là-bas.
Et ils étaient vraiment encore en chantier, et il nous a dit bah, venez, on va faire vos tests. Puis on a fait notre capture là-bas. L'idée du clip s'y prêtait bien parce qu'on s'était dit que on était au bout d'une map de jeux vidéo de GTA, et puis que le musicien Coup de Lame était devenu un conducteur de poids lourd. Donc on se permettait d'avoir des personnages qui étaient pas trop animés, des décors qui étaient un peu éclatés avec juste de la photogrammétrie. Et en même temps, quand on a commencé à se rapprocher de là, ben voilà, on le voit bien, quand on commence à se rapprocher de la danseuse, et qu'il y a eu une sorte de... Je trouvais ça vraiment impressionnant de bosser avec... J'avais ma caméra, je me promenais dans le club, et je filmais cette danseuse, ou je filmais sur le camion, et ensuite de générer ces rushs, en fait, donc générer une caméra, ensuite sortir cette caméra, faire un quick time de cette caméra, donc générer des rushs. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, on est en train de voir notre métier, on est en train de changer complètement notre façon de travailler. Et de plus du tout avoir cette approche empirique du storyboard, du layout, de l'animatique, du layout, ensuite d'une V1, V2. Et on sort directement, en fait, là, on sort des V1 direct. Et on a travaillé avec une monteuse de cinéma qui est très talentueuse, qui utilisait du coup nos rushs et bossait avec nos rushs au fur et à mesure. Et donc on montait quasiment tous les jours, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de studio virtuel aujourd'hui sur Unreal qui nous permet justement de sortir ces rushs et de travailler quasi tous les jours avec les monteurs. Et donc les monteurs peuvent bosser, vont travailler sur le montage du film, et puis nous, après, on a une étape à la fin de finalisation des images. Alors ce qui nous a amené à... On a rencontré justement après... Laurent Porte, avec qui j'avais travaillé, et toujours avec Pernel Media, avec qui on avait travaillé sur le documentaire de Pierre Ramsès, et qui m'a parlé d'une série avec du personnage. Alors on débutait un peu sur MetaHuman, et ils nous ont dit c'est des reconstitutions de bataille. Alors on a quelques soucis d'environnement sur la précédente saison, on voudrait vous embaucher pour faire celle-ci. Et en fait, quand j'ai vu le problème, c'était pas les enviros, c'était de faire des plans avec 500 personnages dedans, animés en 3D, avec des budgets qui sont très bas, en fait. Mais qui nous ont permis, justement, de quand même mettre à l'épreuve, d'utiliser de la motion capture, et de mettre à l'épreuve ce qu'on avait déjà testé auparavant sur le clip de Coup de Lame, et de le mettre en place pour de la série. Donc là, juste ces images-là qu'on peut voir, il faut savoir qu'on n'a pas d'animateur qui travaille dessus. Donc on est vraiment... Il y a plein de choses qui ne sont pas finies, il y a un manque de détails, tout ça, mais on sait qu'on peut arriver à une qualité franchement supérieure avec un peu plus de moyens, en fait. Donc on éponge un peu tous les jours, on sue beaucoup parce qu'on apprend un nouveau pipe, on apprend des nouveaux outils. Les productions avec qui on travaille transpirent aussi parce qu'on a des fois des retards de livraison, parce que des bugs qu'on ne savait pas, qui n'étaient pas dans la version d'avant, qui apparaissent dans la version d'après. Enfin, ça reste quelque chose d'assez chaotique, c'est-à-dire d'utiliser Unreal aujourd'hui, mais qui reste quand même hyper excitant. Et ces images-là, il y a encore 2 ans ou 3 ans, j'imaginais pas du tout pouvoir m'attaquer à de l'animation de personnages. Alors, donc là, par exemple, là sur les batailles de légende, on a sorti en 6 mois, non, un peu plus, en 8 mois, à une équipe de 6 personnes, on a sorti 800 plans, ce qui est avec à peu près entre 12 et 15 minutes d'image de synthèse en UHD sur 6 épisodes. Ça fait le calcul, c'est plus 1h30 d'image de synthèse en 6 mois. Alors là, on bosse avec Mocap Lab, qui est un super studio à Gennevilliers, qui nous faisait... Alors, et il y a encore d'autres anecdotes là-dessus, c'est que les historiens qui faisaient la reconstitution historique du film font de l'archéo expérimental, sont comédiens, et donc c'est eux qui faisaient la motion capture. Donc on a une justesse dans les mouvements en fait antiques, et c'est intéressant parce que ça nous a évité d'avoir justement une validation a posteriori d'un historien qui allait arriver et nous dire attention, le samouraï ne tenait pas son sabre comme ça. Donc ça a permis d'essayer à la fois d'être juste dans les mouvements et de nous rapprocher aussi des personnages grâce à cette motion capture. Pour terminer, en fait, aujourd'hui, on a effectivement, le CNC nous a
soutenu l'an dernier avec une aide aux moyens techniques pour nous aider à développer Spipe, parce qu'on est une petite société, encore une fois, qu'on utilise l'argent de nos productions pour l'investir aussi dans notre pipe. Ce qui nous permet aujourd'hui effectivement d'avoir un pipe qui commence à être solide, où on sait qu'on est capable de sortir. Là, on a eu cette année, là, on est en train de livrer le dernier épisode. On a sorti 10 épisodes cette année. Pour parler encore en chiffres, on a sorti 1300 plans, encore avec une équipe de 10-12 personnes. Donc c'est quand même des volumes où, en fait, pour une toute petite société comme nous, on passe du petit artisan à une sorte d'usine, mais usine microscopique, qui est capable de sortir beaucoup de choses. Le but aujourd'hui, nous, c'est de... Maintenant, on est capable, on sait qu'on est capable de sortir de gros volumes, à une certaine qualité. On a encore pas mal de choses à modifier, à avoir, pour avoir une homogénéité, en tout cas dans nos productions. Et cette année, justement, c'est d'essayer d'investir un petit peu plus aussi dans des projets avec une plus grande attente, on va dire, visuelle et qualitative. Donc ça va nous permettre de souffler un petit peu et de voir un petit peu comment on arrive maintenant à rentrer Unreal sur des projets à plus grande demande de qualité, ce qu'on avait sur Véret et qu'on a un petit peu perdu sur Unreal. Mais on gagne tellement sur ces logiciels, en fait, on gagne tellement en créativité sur Unreal, à savoir qu'on peut toujours modifier notre lumière, qu'on peut toujours bouger notre caméra. Ça peut être aussi un problème parce qu'on se retrouve avec des plans qui peuvent changer du tout au tout en très peu de temps. Et donc en fait, ce qu'on perd d'un côté un petit peu, ce qu'on va perdre d'un côté sur les calculs, les moteurs de calcul d'aujourd'hui qui sont ultra puissants, hyper bien, on le perd un peu sur Unreal effectivement parce qu'ils ne sont pas aussi puissants, c'est pas aussi performant. On a des limitations machines aussi, qui est qu'une machine peut utiliser un GPU. On n'a pas 50 GPU, comme on peut avoir 50 CPU qui tournent derrière pour faire du rendu. Ce qui fait que CPU, GPU, un trou, bon, bref. Donc on pousse un peu dans ces... Voilà, et sur le niveau de qualité, on a En fait, je suis prêt à faire des concessions sur le niveau de qualité aujourd'hui par rapport à la créativité. C'est toujours une question que je me pose, moi, quand on fait des projets, de me dire, finalement, je préfère favoriser l'image, enfin, le contenu de cette image, plutôt que techniquement, des fois, de me dire, bon, ben, oui, j'ai perdu en rendu, mais j'ai gagné, on peut faire beaucoup plus de choses aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est des constats un peu qu'on fait... c'est des constats que je fais aujourd'hui avec Unreal, même si je suis très content encore d'utiliser 3ds Max et Véret, et je suis comme Olivier, je pense qu'on utilise un peu les mêmes pipes. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Mais bon, la partie Unreal là, de Bataille de légende, c'est effectivement une piste hyper intéressante en fait, de pouvoir profiter de MetaHuman et de ces personnages. Nous on réfléchit, hein, clairement, on joue avec Unreal, on produit des choses avec Unreal. Pour l'instant, on est dans un point de vue avec, par exemple, ce même client, hein, Pernel Media, où on essaye de leur vendre vraiment des très belles images, des très beaux plans, et d'en limiter le nombre, en fait, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'argent. Et donc, c'est des grosses discussions avec les réalisateurs, parce qu'ils en veulent toujours plus. Et dans cette économie-là, la seule solution, c'est de mettre tout l'argent pour construire des assets formidables, des environnements, et de faire des plans de ce qu'on a, et surtout pas de se disperser, en fait. Et c'est ce qui est intéressant justement avec Olivier, c'est qu'on est là, pour le coup assez complémentaires sur le paysage audiovisuel, c'est qu'on va avoir des budgets qui sont différents, sur des attentes qui sont différentes, et que ça permet effectivement aujourd'hui, Olivier va répondre à des demandes justement de ce client qu'on partage qui ne sont pas sur les mêmes programmes en fait. Donc c'est vrai que la question on le voit aussi par contre, enfin moi c'est ce que je vois, c'est que la question du personnage, c'est une vraie question dans notre métier, c'est que comment est-ce qu'on fait revivre des personnages antiques, et souvent ils passent par des reconstitutions avec des acteurs, mais c'est pas évident non plus parce qu'il faut des décors, il faut des costumes, et finalement la 3D, notamment Unreal, ça nous permet cette approche, et aujourd'hui
de faire vivre un petit peu des personnages en plus de cet environnement, en fait, en plus des environnements 3D.